Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entre Proms, chose promise, chose due. On vous avait promis de faire venir sur le plateau le jeune homme qui a été primé. Vous savez, il est déjà venu dans notre émission, on vous l'a déjà présenté. C'est monsieur Willy Calabre. Donc vous allez le voir dans quelques instants. Il est accompagné de Pierre, donc ils sont venus à deux. Ce soir, c'est Willy et Pierre qui sont avec nous. Et on va parler un petit peu. Alors, ils vont nous expliquer ce que c'est que le prix, depuis quand ils sont inscrits, comment ça s'est passé, comment ils travaillent, comment ça se, est-ce que ça se prépare ce genre de concours, comment ça fonctionne. Et ensuite on va rentrer un petit peu dans les produits qu'ils font. Et pour Noël, ça peut être des sources, des idées cadeaux assez sympas pour avoir du local à offrir autour de nous pour faire des repas. Alors moi j'avais acheté pour faire effectivement mon repas de Noël, j'avais assaisonné toute ma viande avec, il va vous montrer ce qu'il a et c'était trop bon, c'était délicieux. D'ailleurs faut que je fasse même ça plus souvent, je vais reprendre ça en 2024. Alors bonsoir à vous messieurs. Bonsoir. Alors merci pour votre présence ce soir. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît pour que les téléspectateurs puissent voir un petit peu ce que vous faites? Non, messieurs. Bon, honneur aux aînés. Oui. Alors moi je suis Pierre Séjor, donc je suis ogosier. Et pour l'instant je vis une petite retraite tranquille. Donc j'aide Willy quand je suis en Guadeloupe. Sinon la moitié de mon temps se passe au Sénégal. Bien. Et dans une activité un peu différente de celle du miel, puisque je travaille sur le pitaya avec une coopérative au Sénégal. D'accord. Eh bien, bonsoir, moi c'est Willy Calabre, donc apiculteur, reprenant de l'abeille créole et de tout ce qui va autour en fait. Je dirais ça comme ça. Alors déjà moi ma première question va être, puisque Willy vous avez repris la structure de Pierre. Alors Comment vous avez commencé, comment vous êtes lancé dans le miel déjà à la base, dans la production de miel? Pour moi? Oui. À la base, quand vous avez commencé à travailler dans ce domaine? Il est difficile de dater les choses puisque vous êtes pris dans le tourbillon de la passion. Faire du miel, par exemple, ou travailler avec des abeilles, ça a toujours été une de mes envies et de mes rêves. Je me souviens très jeune, j'ai fait beaucoup de choses pour avoir une colonie, donc j'avais 7-8 ans, je prenais à l'époque, ça date puisque je suis pas très jeune. À l'époque, on recevait la morue dans des boîtes, c'était pas du cotton, c'était du bois, ok, dans des boîtes en bois. Et il m'est arrivé de mettre du sucre dans la boîte, de fermer la boîte, de mettre un peu de sucre au fond de la boîte, et en espérant qu'un essaim d'abeilles allait s'installer dans la caisse. J'avais 5-6 ans. Et évidemment, ça n'a jamais marché. Oui, les abeilles sont venues récupérer le sirop. Donc c'est pour dire que depuis très très jeune, les abeilles m'ont toujours intrigué et j'ai toujours voulu faire des abeilles. En fait, j'ai eu plusieurs passions dans la vie et l'agriculture faisait aussi partie de mes différentes passions. Mais j'ai pratiqué, donc j'ai été étudiant dans le sud de la France à Toulouse, et à toutes les foires à Toulouse, eh bien je me rendais sur le stand des apiculteurs et je commençais à apprendre. Et puis jusqu'en 83, donc, j'ai ma première ruche en 83 en Guadeloupe. Voilà. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme cela, mais avec des épisodes très épiques, puisque j'ai commencé à faire de l'apiculture avec une contre-indication médicale formelle de faire de l'apiculture. Ah bon? Bah alors racontez-nous là, ce qui s'est passé. Alors en 83, donc je rencontre un ami que j'avais perdu de vue depuis au moins 20 ans, et puis nous parlons de choses et d'autres.
Et nous parlons à la limite de rêves que nous n'avons toujours pas réalisés. Donc là, en 83, j'ai quel âge? Je me souviens plus, 30 et quelques années. Et on parle entre autres d'apiculture. Il me dit qu'il a un ami de Basse-Terre, mais qui est installé en Martinique et qui peut venir nous faire une initiation. Et cet ami-là, au bout de quelque temps, vient en Guadeloupe et il nous fait à nous deux une initiation en quelques jours. Juste quelques jours. Il nous montre donc un peu de théorie, les abeilles, comment ça fonctionne. Et puis, il nous emmène nous montrer comment on récupère un essaim sauvage, comment on enruche un essaim sauvage. Mais il a fait ça avec une telle facilité que l'on s'est dit, bon, eh bien, qu'on peut se lancer. Et la semaine après, nous voici deux novices qui décidons d'aller récupérer un essaim. Ça se passe à Trois-Rivières. Oui. Et je vois déjà le truc. Et je suis massacré. Bah oui, mais j'imagine bien, parce qu'en combinaison sans rien, qui va aller Si, il y a la combinaison, mais sans les gants. Oui. Sans les gants. Et je reçois, je sais pas, 20-30 piqûres. Bah ouais. Et le soir, nuit blanche, tachycardie, frissons, etc. J'ai mal partout, des troubles respiratoires. Et du coup, le lendemain matin, je me rends chez le médecin qui me dit tu l'as échappé belle. Bah oui, et comme c'était un ami à moi, il me dit je n'ai pas envie de te perdre. Donc c'est une contre-indication formelle de faire de l'apiculture. De faire de l'apiculture. Ça, c'est pas pour toi. Donc si tu veux t'amuser à faire autre chose en dehors de ton activité professionnelle principale, va faire autre chose. Va à la pêche, fais tout ce que tu veux, fais du jardinage. Les chenilles, les poissons. Oublie ça. Laissez ça tomber. Laissez ça tomber. J'ai beaucoup réfléchi et puis non. C'était trop fort, c'était plus fort que moi. Et après 15 jours, donc évidemment, j'ai eu un traitement, j'ai eu 3 jours d'arrêt de travail, etc. Et puis, au bout d'une quinzaine de jours, j'ai rappelé mon ami et je lui ai dit, non, on va recommencer. Et puis, si je me fais piquer, alors mets la voiture en position de départ. Si jamais je fais une réaction allergique très très forte, pour que tu m'emmènes directement à l'hôpital. Mais il faut recommencer. Donc je recommence et je lui dis, mais à la première piqûre, j'arrête. Donc la première piqûre, j'ai arrêté. Et puis je me suis regardé pour voir comment mon corps allait réagir. Mais j'ai eu une légère réaction allergique. Mais j'ai dit que je ne prenais pas plus de risques, qu'on va attendre une semaine. Et la semaine d'après, j'ai dit à 2 piqûres, j'arrête. Oh, c'est génial. Ouais. Donc j'ai été désensibilisé comme ça, de cette façon-là. Donc jusqu'à ce que mon corps accepte à la limite, sans réaction très très vive, de supporter jusqu'à 4 ou 5 piqûres. Et après, c'était terminé. Bon, j'ai revu mon ami médecin après. C'est génial comme histoire, ça. Voilà, c'est ça mon début en apiculture. Et depuis, donc c'était en 83. Et c'est la même année de la naissance de la Pigoua. 83. Donc voilà, et puis ça passait très très vite. J'ai occupé des responsabilités relativement importantes dans absolument toutes les structures qui ont fédéré l'apiculture en Guadeloupe depuis 83. Et j'ai arrêté, ça fait quelques années. Et j'ai passé la main. Et de plus en plus, je me tais dans le silence des retraités. Et bien c'est bien, c'est bien. J'imagine bien. Alors justement, là Willy, là maintenant on arrive sur votre cas. Là on est dans un cas concret de transmission. Ah oui. Alors comment déjà
comment vous avez rencontré, comment vous êtes rencontrés, comment s'est passée cette fameuse rencontre, hein, comment vous êtes tombés amoureux du miel de l'abeille. Et c'est une transmission d'amour aussi. j'imagine bien. Alors comment ça s'est passé? Je travaillais, puis j'ai vu une formation d'apiculture, donc j'ai dit bon, je vais voir qu'est-ce que c'est, parce que ça m'intrigue, l'abeille m'intrigue, et j'ai rencontré ce monsieur-là en stage. Il y a combien de temps, en quelle année à peu près? Je crois que c'était en 2012 ou 13, je sais plus. Donc c'était entre ces 2 années-là. Et ce que j'ai apprécié, c'était la rigueur aussi, parce que j'ai toujours été élevé avec des personnes rigoureuses, donc ça m'a tout de suite plu. Et pour faire l'anecdote des piqûres, le premier jour, j'avais pas les gants aussi. Ah, décidément, c'est une histoire donc, vraiment là. Et ben voilà, donc c'est la continuité. Donc c'était là la transmission. Exactement. C'est la continuité. Oui, le lendemain, je suis venu et j'ai dû mettre des gants, mais j'arrivais même pas à les mettre tellement mes mains étaient. T'es gonflé encore? Ouais, effectivement. Donc c'était ça aussi, cette transmission de folie. C'est passé le premier jour, je me souviens toujours du premier jour. Parce que génial, mais s'il n'a pas de gants, moi je n'ai pas besoin de mettre des gants. Oui, tu te fais toujours plus fort. Mais bon, ça va aller, il n'y a pas de gants. Et après, le soir, ouais, c'était compliqué. Mais ça a été, j'avais pas tachycardie et tout ça comme. Oui, parce que l'allergie à la base n'était pas là. Donc après, j'ai continué comme étant normal de ne pas avoir cela, et donc jusqu'à maintenant. D'accord. Alors là, pour le concours, ça s'est passé comment? Comment vous êtes retrouvés à faire le concours? Parce que c'était la suite aussi, monsieur Ah oui, Pierre, mais il a toujours participé au concours, donc c'était vraiment dans notre relation, puisqu'on s'est donné des coups de main et tout, je venais apprendre et tout, même après la formation. Donc c'est pour ça que de fil en aiguille, la proposition s'est faite, la proposition s'est formée. Donc toujours dans la même vision, où il y avait toujours participation au concours, comment faire, quel miel choisir et tout cela. Donc j'ai toujours continué sur cette lancée-là. Comment choisir le bon miel, quel est le goût qui pourrait être le plus apprécié, etc. Donc on a tout de suite continué dans cette vision. D'accord. Alors là, ce soir, vous êtes venu nous parler de ce fameux prix. Alors, est-ce que vous pouvez, peut-être, on va vous le montrer. Alors, qu'est-ce qui est marqué dessus et qu'est-ce que c'est? On veut tout savoir. Alors là, c'est la médaille au dernier concours régional des miels. Donc, la médaille d'argent. Ça fait pour le miel clair, allez nous expliquer ce que c'est que le miel clair. Le miel est en 2 catégories. Catégorie des miels foncés, catégorie des miels clairs. Là, c'est la médaille pour la catégorie des miels clairs. C'est un miel de Campèche, fleur de Campéché, qu'on a récolté à Anse-Bertrand. D'ailleurs, ça me fait beaucoup plaisir parce que ma famille est Anse-Bertrand là. Ouais. donc, on est très fiers de cela. Et c'est un miel de, comme j'ai dit, fleur de Campéché, qu'on a récolté en début d'année. Et qui a comme la caractéristique du Campèche, c'est un miel très très fin, très très doux, et qui a un marqueur inimitable. Vous allez partout dans le monde, dès que vous goûtez un Campèche, vous savez, bon, ça c'est du Campèche. Alors, il a une caractéristique. Alors justement, pendant qu'on est là, je pose la question, il y a combien de classifications, type de miel? Parce que là c'est du miel clair, donc il y en a combien concrètement? Ça fonctionne comment? Il y en a combien? Alors au concours, il y en a 2. Il y a le foncé et il y a le clair. Après, plus on va aller dans un concours régional. Après, vous allez avoir, même dans les concours, par exemple, général, vous allez voir miel tropical, miel machin, avec toujours des classifications miel foncé, miel clair. D'accord. Donc le miel foncé, c'est celui qu'on retrouve plus dans les pots où c'est pâteux, c'est ça? Non, du tout. Le miel pâteux, c'est le miel à tartiner. Ça, c'est en général, on va retrouver ça dans les pays, en France, etc. Ici, le miel foncé, ce sera un miel beaucoup plus ambré et qui, en général, a beaucoup plus de caractère. Donc, il a un goût plus marqué. C'est des fleurs comme des sur qui donnent la couleur. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que c'est vraiment en fonction du type de fleur? Oui, c'est le type de fleur. La fleur et puis l'âge. D'accord. C'est-à-dire, tous les miels foncent avec le temps, puisque c'est le sucre, c'est une réaction. Le miel, c'est un produit vivant. Ok. Et au fur et à mesure où ça va vieillir, eh bien, ça va foncer, c'est-à-dire ça va s'oxyder, le sucre va s'oxyder et va perdre en valeur nutritionnelle.
Donc le meilleur miel, c'est le miel qui a été fraîchement récolté. D'accord. Mais est-ce que si j'ai du miel depuis longtemps chez moi, je peux quand même le consommer? Ah oui, bien sûr. Ce sont les vitamines qui vont s'oxyder en particulier. Donc ça reste, le pouvoir sucrant demeure, mais la valeur nutritive va diminuer avec le temps. D'accord. Moins de vitamines, etc. Et après, à la fin, à la limite, vous aurez une espèce de caramel. Alors, les jurés, comment jugent-ils? Qu'est-ce qui est noté dans le miel? Qu'est-ce qu'ils regardent? L'aspect du miel. Déjà, avant même le juré, il y a l'analyse chimique. Ah, alors, on va expliquez-nous ça. regarder au laboratoire quel est son taux de vieillissement, c'est ce qu'on appelle l'HMF. Donc ensuite, il va vous donner les noms. Il aime ça. les termes précis. Non, mais, il y a l'HMF, le taux de vieillissement. Il y a également le taux de saccharose, par exemple. De fructose. Non, saccharose. Taux de saccharose. Enfin, pour l'élimination, oui, saccharose. Oui, au laboratoire, on va mesurer le taux de saccharose, c'est-à-dire on va vérifier si l'apiculteur n'aurait pas donné du sucre de canne aux abeilles. Ah là, il va falloir que vous nous expliquiez ça aussi, d'accord, tout à l'heure. Oui. Mais oui, parce qu'il y a quelquefois les gens trichent. Mais bon, en Guadeloupe, on a rarement vu des taux de saccharose. Un miel dans sa normale a un taux de saccharose inférieur à 5%. D'accord. Donc dès lors où vous dépassez 5% de saccharose, puisque les abeilles vont sur les fleurs, mais quelquefois ils vont récupérer un peu de sucre à droite et à gauche. Donc ce qui est toléré, c'est 5%. D'accord. On va mesurer cela. On va mesurer aussi le taux d'humidité. Il y a des miels qui seront plus secs que d'autres. Et un taux d'humidité, je crois que c'est 20%. Enfin, je me souviens plus. Bas, oui. Voilà, qu'est-ce qu'on mesure encore? Mais je me souviens plus. D'accord, mais en tout cas, c'est déjà Les pas mal. principaux, voilà, c'est ça. C'est le vieillissement, l'âge du miel. Et en fonction de l'âge, vous aurez un miel qui sera dégradé et qui, sur le plan nutritionnel, n'aura pas de valeur. Donc on mesure que c'est un miel jeune et qui a toute sa valeur nutritive. Elle tient combien de temps, la valeur nutritive? Si on achète du miel à la maison, parce qu'on ne mange pas forcément le miel tous les jours. C'est fonction de plein de choses, parce qu'il y a des miels qui vont vieillir plus vite que d'autres. D'accord. Et surtout en fonction, à la limite, de la technique de conservation du miel. D'accord. Si vous laissez le miel au soleil ou en pleine lumière, il va vieillir vite, puisque la lumière va provoquer l'oxydation des vitamines rapidement. Donc c'est fonction du miel, et puis c'est aussi fonction de donc il faut s'assurer. Nous avons la chance en Guadeloupe. En principe, tous les miels qui sont vendus en Guadeloupe, ce sont des miels de l'année qui ne va plus d'un an. Maintenant, la durée de conservation, donc elle est fonction premièrement, c'est le producteur. La réglementation veut aujourd'hui que ce soit le producteur qui définisse la durée optimale de conservation. Habituellement, on met 2 ans. C'est presque impossible. Oui. C'est pourquoi je dis que en Guadeloupe, on a rarement ce genre de cas. Oui, en 40 ans, peut-être 1 ou 2 miels ayant participé au concours avaient
taux de saccharose. Un taux de saccharose supérieur à 5. Mais concrètement, ça se passe comment en fait? C'est ce que je voudrais savoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on vient dans la ruche et on met de la canne? Non, disons que c'est sûr, je mets ça sur le compte d'un accident. Ok, puisque par exemple, si vous avez des ruches du côté de l'usine là, donc les miels vont aller butiner naturellement, les abeilles, oui, pas le miel. Mais quand il n'y a pas, quand il n'y a pas de fleurs, ils vont aller naturellement butiner dans le champ de canne. Oui, bien sûr. Ah oui, donc là c'est pas de la triche, effectivement, c'est les abeilles sont parties. Pas le champ de canne, à l'usine directement. Oui. D'accord. Directement à l'usine. Et à ce moment-là, il peut y avoir, bon, le deuxième cas, c'est qu'en période de disette, les apiculteurs, ou la plupart des apiculteurs, vont nourrir les abeilles. Ils vont faire un mélange de... Quand ils n'achètent pas des produits extérieurs, ils vont faire un mélange de sucre de canne avec du miel. Ils vont nourrir les abeilles pendant la période creuse, la période où il n'y a pas de fleurs, pour éviter que la colonie ne s'effondre. Ok? Parce que si la colonie s'effondre, eh bien, vous aurez des difficultés à démarrer votre saison parce que vous n'aurez pas d'abeilles, suffisamment d'abeilles dans la ruche. Donc, les apiculteurs vont nourrir les abeilles. Maintenant, il y a toute une technique et vous devez faire les choses dans les règles de l'art. Donc si vous vous amusez à donner plus que la normale, que de besoin, à ce moment-là, vous risquez de retrouver, je dis que c'est un risque, vous risquez, si c'est mal fait, vous risquez de retrouver du sucre de canne dans le miel. D'accord. Ok, donc voilà. D'accord. Alors justement, donc aujourd'hui nous étions à Petit Canal puisqu'il y a Terre en Fête là qui a commencé et il y a un apiculteur, il me semble que j'ai découvert aujourd'hui, qui nous disait qu'en Guadeloupe il y a un problème sur les guêpes. Il me semble qu'il y a presque plus de guêpes ou il y a plus de guêpes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors expliquez-nous. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il voulait dire et qu'est-ce que s'est-il passé? Alors pendant un moment il y avait une disparition des guêpes, on ne retrouvait plus. Les guêpes ou abeilles? Non, guêpes. On ne retrouvait plus beaucoup de guêpes. Alors on a eu plusieurs théories. On s'est dit bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un dérèglement climatique? Est-ce que ce sont les cendres de Montserrat? Est-ce que les pesticides? On a eu plusieurs pistes. Bon, on s'est arrêté un peu sous les cendres parce que la période concordait. D'accord. Et là, depuis, je vais dire, 1 an et demi, 2 ans, elles reviennent de plus en plus. Donc là, on est déjà plus satisfait de dire, bon, ok, ça veut dire que c'était un passage. Il y a eu effectivement un dérangement qui fait que les guêpes ont disparu, mais elles sont de retour. On les retrouve même à Pointe-à-Pitre, sous les cocotiers, etc. On se dit, ok, donc ça veut dire que c'était vraiment une période. Et c'était peut-être effectivement le côté des cendres, c'était peut-être la bonne théorie. D'accord. Alors bon, les mailles à l'abeille, c'est loin, mais on se souvient, puisqu'à l'école, on a tous appris, enfin je sais pas, moi quand j'étais sur le territoire hexagonal, on a tous appris comment fonctionne une ruche. Comment ça se passe quand il n'y a plus de guêpes? Puisqu'il y a besoin pour plus de guêpes. Parce que qu'est-ce qui peut déstabiliser une ruche? Parce qu'il faut que tout le monde puisse se reproduire, ils ont leur agent de sécurité, ils ont vraiment tout au niveau de la ruche. Alors, donc qu'est-ce qui se passe quand ça arrive, ça? Willy a avancé une hypothèse, mais moi je vais avancer une autre. Oui, mais qui est surtout valable pour les abeilles, parce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus, sur l'éventualité d'une disparition des abeilles, ou tout au moins de la diminution des abeilles. Comme sur la France, quoi. Mais en France, c'est à cause de la pollution, d'après ce qu'ils disent. Non. Ici, en Guadeloupe, ce sera comme quoi? Non. Là, on va là, papier noté. Non. Oui, non. Si, ils ont accusé les agriculteurs d'utiliser des pesticides, etc. Mais il faut relativiser. J'ai presque envie de dire que c'est faux. Dire que ce sont les apiculteurs qui sont responsables de la disparition, de la diminution des abeilles, c'est
partie. Non, c'est faux. Oui, c'est un raccourci qui est fait. Quoi. Oui, c'est un raccourci parce que si on parle de pesticides, d'insecticides, etc., nous sommes tous responsables parce que, agriculteurs ou pas agriculteurs, nous utilisons tous les insecticides et tous des pesticides. Ok. En fait, l'exception. L'exception confirme la règle. Des fois, il y a tellement d'insectes chez moi, mais bon, je peux pas mettre de pesticides, c'est trop polluant. Donc, on est tous responsables. Ok, les ressources qui permettent aux abeilles et aux guêpes de vivre, on est aussi responsable parce que, eh bien, vous allez tondre votre pelouse régulièrement pour éviter, à la limite, qu'il y ait de l'herbe. Donc, vous diminuez en même temps la ressource pour un certain nombre d'insectes pollinisateurs. Les gens qui enlèvent les mauvaises herbes, les ceci. Maintenant, vous devez savoir que certaines espèces sont beaucoup plus vulnérables que d'autres. Et on peut toujours imaginer que les guêpes ont eu tendance à disparaître parce qu'elles auraient été plus vulnérables que les abeilles. Maintenant, vous devez savoir que en ce qui concerne la diminution des abeilles, c'est faux. Il n'y a pas moins d'abeilles. Et le principal supposé problème de la disparition des abeilles tient évidemment à l'histoire des pesticides. C'est vrai que ça détruit les abeilles, mais le principal responsable, c'est ça. Les ondes au niveau du téléphone ? Oui. C'est possible, ça les déstabilise. C'est possible, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans, on le sait, mais il ne faut pas en parler. Et surtout, c'est important. Déjà pour nous, l'homme, ça déstabilise, donc pour les abeilles, ça serait pas étonnant. Mais ça fait plus de 30 ans que l'on sait que la perturbation du champ magnétique, eh bien évidemment, puisque les abeilles s'orientent à partir du champ magnétique, que ça perturbe les abeilles, donc elles ne retrouvent pas systématiquement chez elles, puisque le champ est perturbé. Et la deuxième chose, ça agit sur leur système immunitaire. Elles sont plus vulnérables. Ça fait plus de 30 ans qu'on le sait. Mais c'est comme l'histoire pour les cétacés, il ne faut pas en parler parce que... Oui, mais beaucoup d'animaux sont... Voilà, on n'en parle plus, on en a parlé. L'homme, on est vraiment une catastrophe sur cette... Et je vous dis, la principale difficulté des abeilles, c'est cela. C'est cela, et même si on ne peut pas, disons, nier l'effet négatif des pesticides sur les abeilles. Mais le téléphone, les ondes liées au téléphone sont beaucoup plus responsables que tout autre produit. C'est beaucoup plus important. Ça, c'est les abeilles. On a fait notre... on est dans notre matrix là. Les gens le savent. Et les abeilles vont réagir, toutes les abeilles dans le monde entier vont réagir de deux façons. Elles vont augmenter leur taux d'agressivité. C'est pour se protéger. On vous attaque. Forcément, vous vous défendez. Donc, toutes les abeilles partout dans le monde sont de plus en plus agressives. Et la deuxième réaction, c'est qu'elles vont essaimer de plus en plus, c'est-à-dire qu'elles vont se multiplier de plus en plus. Donc c'est un réflexe de survie pour préserver, pour ne pas disparaître. Donc en fait, quand les gens disent qu'il y a moins d'abeilles, ils oublient de préciser qu'il y a moins d'abeilles dans les ruches. C'est ça. Mais il y a beaucoup plus de colonies d'abeilles aujourd'hui. Et la difficulté de l'apiculteur, c'est que puisqu'il y a moins d'abeilles dans les ruches, eh bien il y a moins de récoltes. Et ça va influer évidemment sur la technique. Et l'apiculteur sera obligé de s'adapter. Par exemple, partout dans le monde, comme il y a moins d'abeilles dans les ruches, eh bien ils seront obligés de rapetisser, d'avoir des ruches un peu plus petites, pour que ce soit plus efficient au niveau de la récolte. D'accord. Donc, voilà. Merci en tout cas pour ces explications. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les produits que vous faites ?
que les gens comprennent, hein, parce qu'on vous a déjà vu. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous avez pas mal de compositions, vous avez des épices et tout, on veut tout savoir là. Avec quoi vous êtes venu ce soir? Alors aujourd'hui, nous sommes venus avec le miel. Le miel, déjà, comme on a l'habitude de travailler, c'est-à-dire sorti de la ruche, mise en bouteille. Et puis on est venu aussi avec des épices au miel. Là, ce sont des agencements qu'on fait. On rajoute des bonnes choses à de bonnes choses. Donc là, par exemple, vous avez orange cannelle, dans lequel on va rajouter le miel pour pouvoir avoir la saveur, mais aussi la vertu de l'épice. C'est vraiment ce qu'on cherche à montrer, c'est qu'on peut faire de bonnes choses et des choses vertueuses en même temps. Donc, j'ai toujours appris par un grand monsieur, quand vous faites de bonnes choses, il faut faire de belles choses. Donc, on l'a présenté avec ce pot-là, je ne sais pas si on le voit à l'écran, on l'a présenté avec ce pot-là, on lui a donné un bel écrin. Voilà, mais ce sont de bonnes choses. Donc on a sélectionné, on a dit bon, avec quoi on peut agencer le miel, que ce soit bon, mais aussi bon pour le corps. Et ensuite on a dit bon, on va trouver l'orange, on va trouver l'anis étoilé, on a trouvé le gingembre, on a trouvé le curcuma. On a voulu faire des mélanges qui nous servent à l'intérieur et aussi gustativement. Donc c'est un peu ça le principe des épices au miel. On a une autre version d'épices au miel par là qui est sous forme de condiment. Et là, à ce moment-là, on pourra l'utiliser effectivement pour les assaisonnements de viande, pour aussi tout ce qui est partie sucrée, parce que là, c'est miel, par exemple, et curcuma, pour les assaisonnements viande, pour les salades, etc. Par exemple, ma mère l'aime beaucoup avec la vinaigrette. Elle rajoute toujours une cuillère de curcuma miel à la place de la moutarde, par exemple. Voilà, pour épaissir un peu la sauce et ensuite on peut le mettre dans les viandes, on peut le mettre dans les poissons, on peut le mettre un peu partout. Mais j'ai beaucoup de clients, parce que nous on est parti dans le côté culinaire, mais qui m'ont dit mais non Willy, moi je fais des masques avec. C'est ce que je veux faire, c'est top, ne change rien, je rajoute rien, c'est ça, c'est mon masque. Donc il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, le miel curcuma. Il y a aussi on fait aussi le miel avec piment, que certaines personnes utilisent pour faire des shampoings. Donc ouais, on était déjà parti culinaire, mais c'est ça aussi l'échange sur les marchés, c'est ça aussi l'échange avec les clients. Vous trouvez d'autres choses, d'autres utilisations avec un produit que vous aviez déjà vu. Donc on fait des sauces créoles, on fait des sauces barbecue, toujours avec le miel et toujours pour agrémenter le côté cuisine, le côté gustatif. Il y a des personnes qui vont mettre par exemple le miel curcuma dans les smoothies. Ça, c'est très très bon. Vous allez avoir cette petite touche là, vous allez dire ah ouais, c'est un peu mieux quand il y a le miel curcuma dedans. Donc c'est un peu ce qu'on fait. On fait aussi de la propolis que j'ai pas emmené ce soir, mais qui est un antibactérien, un antibiotique que les gens aiment beaucoup aussi vers la fin de l'année. Là, c'est la période de la grippe et tout qui va arriver. On fait des savons miel, des savons citronnelle. Ils sont super. Par contre, les savons miel, ils sont super. donc vous allez retrouver ça dans nos stands. Donc et de l'hydromel. Voilà. Qui est super bonne aussi. Voilà. C'est un peu tout ce qu'on va vous proposer à Noël. Et puis des surprises, parce qu'on aime beaucoup les surprises. Nous, on aime beaucoup les surprises. Surtout vers la fin de l'année, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire là? C'est vrai qu'il y a une année, vous aviez des packs, je crois. Vous avez mis en place des packs. On a fait des packs, on a fait des confitures coco, cacao, miel. On a fait des confitures coco, groseille, miel. On aime toujours surprendre. Donc, on a dit, bon, cette année-là, on va surprendre encore. L'année dernière, on a fait des infusions, par exemple avec du quinquiliba, avec de la toumo, avec du toitas, toujours sucré au miel. On aime toujours faire, c'est pas faire pour nous, mais faire pour le nous général, là, pour que tous, on se dise, waouh, on peut faire plein de choses en Guadeloupe. On a plein d'idées, on peut faire plein de choses, allons pousser tout notre savoir à l'excellence. C'est vraiment pour ça qu'on se démène, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Non, ça c'est vraiment, vraiment génial. Alors, vous êtes sur le marché, d'ailleurs, moi-même, c'est comme ça que je vous ai connu, au Gosier. Oui. Les vendredis après-midi, nous sommes sur le marché du Gosier. Et les mercredis après-midi, sur le marché du Moule. Mais sinon, nous sommes situés à Margaillard, juste derrière la pharmacie, juste avant l'église de Margaillard. D'accord. Si on vous appelez, où les gens peuvent appeler, quel numéro de téléphone? Alors 06 90 32 53 53. Donc c'est facile, 32, 53. Dès que tu as un premier, tu dis ok, c'est lui. Voilà, donc 32, 2 fois 53. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Parce que vous nous avez dit que vous étiez installé au Sénégal maintenant de temps en temps. Qu'est-ce que vous faites là-bas? On veut savoir aussi. Comment ça se passe? Alors j'aimerais compléter un peu de la gamme
qu'on n'a pas, hein, mais en apiculture, il n'y a pas que du miel, il y a d'autres produits de la ruche qui sont tout intéressants. Et même quelquefois, moi j'ai presque envie de dire que le plus beau produit de la ruche, c'est pas le miel. Enfin, ce qui me concerne, c'est le pollen. Ah, c'est le pollen. Les grains, et ça, franchement, c'est génial pour la santé, moi, ça, on mangeait tous les matins. Le meilleur produit de la ruche, c'est le pollen. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux gens ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? Le pollen, ce sont les petits grains que les abeilles, les petites pelotes que les abeilles transportent dans leurs pattes. Et donc qui servent aussi à l'alimentation donc des abeilles. Alors on dit que après le lait maternel, c'est le pollen l'aliment le plus complet qui existe sur Terre. Et si vous voulez avoir un équilibre biologique parfait, il faut consommer régulièrement du pollen. Oui, du pollen, oui. Et le pollen a une telle importance que quand vous allez vous regarder le régime alimentaire de tous les grands sportifs internationaux, il y a du pollen. Vous verrez, il y a toujours du pollen dans leur régime alimentaire. Alors moi j'en mange à peu près une fois par an. Comment faut en manger pour faire du bien, enfin... Une cure, c'est bon, une fois par an, c'est bon. Après... Ça peut faire mal au porte-monnaie. Ouais, voilà. Bon. Moi, je dirais une cure par année, c'est largement suffisant. D'accord, ça se vend dans des assez gros pots, hein, quand même. Oui. Et on peut le mettre dans le yaourt ou enfin tous les matins. Oui, congelé. Oui, parce que ça garde c'est ça. mieux. Oui. Alors on veut savoir quand on l'achète, on le met au congélateur? Non, le pollen qu'on l'achète déjà congelé. C'est du pollen frais. Ouais, c'est du pollen frais qu'on congèle et qu'on achète. On achète déjà congelé. Le pollen qui est dans les pots, c'est des pollens qui sont déjà d'une qualité. Voilà, ils ont été séchés, déshumidifiés, donc qui ont déjà perdu une partie. Voilà, dans le valeur nutritionnelle. Mais le pollen congelé, donc le pollen frais, c'est le top. Alors où est-ce qu'on peut trouver ça en Guadeloupe pour les gens qui veulent? Chez les apiculteurs de la Guadeloupe. Certains apiculteurs, ils sont rares, mais... l'on verra chez celui qui n'a pas. Enfin, c'est celui qui a. Est-ce que vous en avez déjà? Nous, non. Alors, vous nous envoyez où? On fait un peu de publicité pour la mais oui, pour tout le monde. Vous nous envoyez où, du coup? Chez Ménard. Ménard, l'ami à Bouillante. Vous avez... c'est lui oui, en pollen frais, oui. C'est pas mal. En plus, je suis de Bouillante, donc quand je descendrai, j'irai voir le pollen. C'est comme ça l'apiculteur. L'apiculteur, il est en famille, hein. Donc moi, j'ai pas. Tu as. C'est vraiment une normalité chez nous. D'accord, les Guadeloupéens, vous avez entendu, à chaque fois on vous présente des super produits, donc dirigez-vous chez vos apiculteurs et renseignez-vous sur le pollen frais pour savoir. Et surtout qu'on a, vous savez que sur notre territoire, il y a eu pas mal de problèmes de santé par rapport à l'alimentation et tout. On sait qu'au niveau de manger que des produits venus de conteneurs, c'est pas bon pour la santé, hein, c'est comme ça. Il y a même un nouveau cancer qui veut essayer d'émerger sur notre territoire. Mais les médecins essayent de rediriger les gens sur une meilleure alimentation. Mais oui, malheureusement, on a quand même des Guadeloupéens qui sont rentrés dedans. Donc, testez le pollen frais aussi. Donc, ça fait partie de notre alimentation. Et donc, une fois par an, ce serait bon pour la santé. Oui, d'accord. Au moins, enfin, mais régulièrement, disons que il ne faut pas trop en prendre, c'est ça? Ça sert à rien. Il faut en prendre régulièrement, je veux dire. D'accord. C'est-à-dire que si vous vous contentez de prendre une semaine par an, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas significatif. Ouais, donc ça n'a pas d'effet notable pour la santé. C'est la régularité qui compte. Votre corps sait que par exemple, je sais pas, pendant une semaine, vous allez consommer même très peu de pollen. J'ai bien aimé le dosage parce que quand tu régulièrement, à tous les jours. Non, moi je mets dans du yaourt nature. Une petite cuillerée à café tous les jours pendant une semaine et une fois par mois. À mon avis, ça convient, ça peut convenir
complètement. Sachant que, en théorie, on vous dira qu'il faut prendre une grande cuillerée à soupe. Ouais, mais tu diminues. Oui. Donc voilà, pour le pollen. Et en dehors du pollen, donc il y a la propolis, il y a aussi la gelée royale. Certains apiculteurs tentent d'en faire en Guadeloupe, mais c'est très très compliqué. Oui. Et puis il y a la cire donc, qui entre dans la composition de beaucoup de cosmétiques ici. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. On peut même manger des abeilles. On va les garder, on va nous garder nos abeilles, on va pas les manger. Les mâles en Oh particulier. là, c'est quoi cette histoire? Alors rapidement, Donc on passe. Bon, on passe, voilà, on va les garder. On sait que ça existe. On sait que ça existe. Et ce sont les mâles qu'on sacrifie. Exact. Ça existe. Encore eux. Bon, on veut pas savoir pourquoi. Donc, alors, pour faire le glisser, c'est l'apiculture qui m'a emmené au Sénégal. Puisque nous avons eu beaucoup de médailles, une vingtaine de médailles, dont 10 à Paris. Donc, de ce fait, j'ai acquis une certaine notoriété en apiculture et j'ai été sollicité par un certain nombre d'ONG en Afrique pour faire du conseil ou de l'encadrement dans des projets de développement en apiculture. C'est l'apiculture qui m'a emmené dans un certain nombre de pays en Afrique et singulièrement au Sénégal où je me suis plus ou moins installé, enfin où aujourd'hui je partage la moitié de ma vie là-bas, mais pas en apiculture. Enfin, j'ai fait de l'apiculture. J'ai fait de l'encadrement pendant une dizaine d'années, mais depuis 5 ans, j'en fais pratiquement plus d'encadrement en apiculture. Je réponds évidemment positivement que je suis sollicité, mais je me suis orienté plus sur... J'ai introduit le pitaya au Sénégal et j'ai créé une coopérative avec... on est 33 Sénégalais. Je suis le seul Africain de Guadeloupe dans la coopérative. Et au Sénégal, nous travaillons dans la coopérative sur une 60aine de variétés de pitaya. Bon, c'est super, merci beaucoup. Mais vous voyez, mais je continue à travailler avec des objets qui piquent. Ouais, toujours. Parce que l'apiculture m'a marqué au niveau des lombaires. Et c'est pourquoi je conseille aux gens de faire très très attention quand ils font de l'apiculture. Il faut apprendre à avoir des gestes ergonomiques précis pour pouvoir préserver la colonne lombaire. Moi, j'ai gagné une double hernie discale, mais avec laquelle je vis, heureusement, et sans trop souffrir. Mais il faut faire attention. D'accord. Bon, merci beaucoup à vous, messieurs, ce soir. Alors, on va avoir une petite page de publicité et après, on va partir du côté de Petit Canal où nous avons rencontré le responsable. Vous allez voir, il va se présenter des boulangers de France et il est venu en Guadeloupe pour voir un petit peu quelles sont les difficultés, qu'est-ce qui peut faire remonter, que se passe-t-il sur notre territoire, de manière à ce qu'il puisse faire remonter les informations sur le territoire hexagonal et voir un petit peu comment améliorer la situation de nos professionnels. Alors, merci à vous d'être venus ce soir. Vous vouliez rajouter quelque chose très rapidement avant qu'on lance la pub? Non. Bon, l'abeille créole. La promotion de la farine de fruits à pain et de nos... ça, ce sera tout de suite après la publicité. Et nous, on se voit vendredi prochain. Comme vous le savez, on va vous présenter d'autres artisans puisque nous sommes partis sur vos idées cadeaux pour les fêtes de Noël. Bonne semaine à tous, bon week-end. Merci de nous avoir suivis. Merci. Et on se retrouve à Petit Canal, décidément, tout de suite après la pub. Ok.